Imagine que ton esprit est comme un cheval sauvage, fort, rapide, mais hors de contrôle. Il a la capacité de t'emmener loin, mais si tu ne sais pas le monter, si tu n'as pas les rênes, il peut te traîner sans pitié sur des chemins que tu n'as pas choisis. Et le plus dur, c'est que beaucoup de gens passent toute leur vie à monter ce cheval sans savoir qu'ils ne le dirigent pas. Ils vont simplement se cognant, tombant, se levant, sans comprendre pourquoi tout leur pèse autant. Ce cheval déchaîné, ce sont tes pensées, tes peurs, tes souvenirs, l'anxiété que tu ne peux pas contrôler, les fois où tu t'attaques mentalement, où tu te répètes que tu n'es pas assez. Tout cela te pousse, t'épuise et te domine. Mais ce n'est pas le monde qui t'enferme, ce ne sont pas les autres, c'est ton propre esprit. Et voici une vérité difficile à accepter. Une grande partie de la souffrance que tu portes, tu la génères toi-même. Non pas parce que tu veux le faire, mais parce que personne ne t'a appris à penser clairement, à t'observer, à prendre le contrôle de l'intérieur. On t'a appris à t'intégrer, à te taire, à plaire, à t'adapter, mais pas à diriger ton monde intérieur. Cette vidéo ne cherche pas à te consoler, elle cherche à te réveiller. Nous allons parler de 8 leçons, 8 outils pratiques que tu peux utiliser pour reprendre le contrôle de ton esprit et te libérer de la souffrance que toi-même, sans t'en rendre compte, tu as nourrie. Ces leçons ne sont pas des phrases de motivation vides. Elles sont issues de la philosophie stoïcienne, de la psychologie et de l'expérience réelle. Et oui, elles peuvent te déranger, parce qu'elles vont exiger que tu arrêtes de blâmer tout ce qui est externe et que tu commences à assumer ce qui se passe en toi. Tu ne peux pas changer le passé, tu ne peux pas contrôler le futur. Mais tu peux prendre les rênes aujourd'hui, et quand tu le feras, ton esprit cessera d'être une menace pour devenir ton plus grand allié. 1. Silence la tempête qui n'est pas encore arrivée. Ton esprit est un architecte, mais il ne construit pas des maisons, ni des ponts, ni des routes. Il construit des prisons. Certaines ont des barreaux de peur, d'autres sont faites d'anxiété, et beaucoup sont renforcées par des pensées qui ne sont même pas réelles. Le plus tragique, c'est que tu lui as toi-même donné les plans. Il y a des gens qui vivent piégés par ce qui pourrait arriver. Ils ne foulent jamais le présent parce qu'ils sont trop occupés à imaginer des futurs catastrophiques. Ils marchent avec le cœur battant, les épaules tendues et le regard perdu. Non pas à cause de ce qui se passe, mais à cause de ce que leur tête leur dit qui pourrait arriver. Ils sont prisonniers d'une tempête qui n'est pas encore arrivée et qui ne viendra peut-être jamais. Et c'est le piège. Tu peux passer toute ta vie à te préparer pour une guerre qui n'arrive jamais, tout en laissant passer la paix qui est bien devant toi. Tu vis avec le parapluie ouvert, sous un ciel dégagé, convaincu qu'il vaut mieux être prêt pour le désastre que de risquer de vivre en paix. Te rends-tu compte de l'absurdité ? Tu te punis à l'avance. Tu paies avec ta santé mentale pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. C'est comme être enchaîné à une chaise au milieu d'une pièce vide, criant à l'aide, alors que la porte a toujours été ouverte. Tu ne l'as simplement pas vue parce que tu étais trop occupé à écouter les voix dans ta tête. L'anxiété est une illusion bien déguisée. Elle semble utile parce qu'elle te donne l'impression de te préparer, de te protéger. Mais elle ne le fait pas. Elle t'épuise seulement. Elle te divise seulement. Parce que pendant que ton corps est ici, ton esprit est là-bas, résolvant des problèmes qui n'existent pas, se défendant contre des attaques qui ne se sont pas produites et fuyant des ombres que tu as toi-même créées. Et comment briser ce cycle ? Par une décision, celle d'arrêter d'obéir à chaque pensée qui apparaît. Tout ce que tu penses n'est pas vrai. Tout ce que tu imagines ne mérite pas ton attention. Ton esprit peut inventer 1000 scénarios, mais c'est toi qui choisis lesquels nourrir. Quand tu sens que la tempête commence à se former en toi, arrête-toi, respire, regarde autour de toi. Est-ce que cela se passe maintenant ? Y a-t-il une menace réelle devant toi ? Ou est-ce juste un autre tour de ton esprit pour te maintenir en alerte permanente ? Et s'il n'y a pas de tempête réelle, descends du toit, range le parapluie, arrête de te cacher. Parce que chaque fois que tu réagis à un danger inexistant, tu renforces l'idée que tu ne peux pas te faire confiance.
Et ça, c'est un vrai problème. Le silence mental ne s'obtient pas en évitant les pensées négatives. Il s'obtient en ignorant celles qui ne méritent pas de réponse, en apprenant à les voir venir et à les laisser passer, comme si elles étaient des nuages qui ne valent pas la peine d'être observés. Ne les retiens pas, ne les analyse pas, ne les transforme pas en monstres. Laisse-les partir. Tu n'as pas besoin de contrôler l'avenir pour avoir la paix. Ce dont tu as besoin, c'est de retrouver ta présence, revenir à toi, habiter ton corps, respirer sans peur, marcher sans attente, choisir le présent, encore et encore, jusqu'à ce que ton esprit comprenne qu'il ne peut plus te gouverner par la peur. Parce que personne ne mérite de vivre sous la pluie éternelle de tempêtes qui ne sont pas encore arrivées. Et tu n'es pas né pour obéir à une voix intérieure qui te vole la vie sans lever le petit doigt. 2. Nourris ta force, pas tes fantômes. En toi, il y a deux créatures. L'une est ta force, déterminée, claire, concentrée. L'autre est ton ombre, fragile, craintive, accro au drame. Les deux vivent sous le même toit, mais n'ont pas le même pouvoir. Celle qui gagne n'est pas la plus forte par nature, c'est celle que tu nourris le plus. Chaque pensée que tu répètes est de la nourriture. Chaque mot que tu te dis, chaque souvenir auquel tu reviens, chaque fois que tu choisis de te plaindre plutôt que d'agir, tu sers un plat. Et sans t'en rendre compte, beaucoup de jours, tu nourris plus tes fantômes que ta volonté. Tu donnes le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner à tes insécurités, tes culpabilités, tes peurs, et ensuite tu te demandes pourquoi tu es faible, pourquoi tu ne peux pas avancer, pourquoi tout semble plus grand que toi. La réponse est simple, tu renforces ce que tu devrais laisser mourir. Tes pensées sont le carburant de ton identité. Tu ne peux pas construire de la force tout en répétant des histoires de défaite. Tu ne peux pas être libre si tout ce que tu fais est nourrir les chaînes. Le problème est que tu t'es habitué à prêter attention à tout ce qui fait mal, à t'obséder sur ce que tu n'as pas bien fait, à écouter cette voix intérieure qui répète encore et encore que tu n'es pas assez. Et le pire, c'est que tu le fais déjà automatiquement. Tu ne te demandes même pas si cette pensée a un sens. Tu l'acceptes simplement, tu la mâches, tu la digères, et tu nourris ton ombre, jour après jour, sans relâche, sans pause. Alors, comment changer cela? Avec vigilance, avec intention, avec discipline. Il ne s'agit pas de penser positivement. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui fait mal. Il s'agit de choisir sur quoi tu concentres ton attention, de former ton esprit comme tu formerais un muscle. Tu n'entraînes pas tes jambes si tu veux que tes bras grandissent. Tu ne peux pas non plus nourrir ta peur et espérer que ton courage grandisse. Commence par t'observer, sans drame, sans jugement. Observe simplement, quelle histoire te racontes-tu aujourd'hui? À quelle pensée donnes-tu de l'énergie? Renforces-tu ton pouvoir ou renforces-tu ta misère? C'est un entraînement mental et c'est quotidien. Il n'y a pas d'exception, parce que l'esprit ne s'éteint pas, l'esprit se redirige. Et chaque fois que tu rediriges ta pensée vers ce qui te donne de la force, ton progrès, tes décisions fermes, ta capacité à agir, même si tu as peur, tu affaiblis tes fantômes. Tu leur retires de la nourriture, tu cesses d'être leur fournisseur. Beaucoup de gens attendent de se sentir mieux pour commencer à penser différemment. Mais c'est l'inverse. Tu commences à penser différemment et petit à petit, tu te sens mieux. Parce que l'esprit obéit à ce que tu lui répètes. Et si tu lui répètes la force, il commence à croire qu'il est fort. Si tu lui répètes que tu peux, il commence à construire des chemins là où avant il ne voyait que des murs. Ce n'est pas une formule magique. C'est un choix que tu devras faire tous les jours. Parce que tes ombres ne disparaissent pas. Elles seront toujours là, attendant que tu baisses la garde, que tu te négliges, que tu leur serves un autre plat. Alors demande-toi, chaque fois que tu t'arrêtes, cette pensée m'affaiblit-elle ou me renforce-t-elle? Cette pensée est-elle de la nourriture pour mon pouvoir ou pour ma destruction? Et si la réponse ne te plaît pas, tu sais ce que tu dois faire. Arrête de servir tes fantômes. Ils ne méritent pas une miette de plus de ton énergie.
Ils en ont eu assez. 3. Lâche le poids qui n'est plus le tien. Imagine-toi marchant avec un sac à dos rempli de pierres. Chaque pierre représente quelque chose. Une culpabilité, une déception, une trahison, une erreur, un « j'aurais dû faire ça », un « pourquoi n'ai-je pas été capable ». Au début, il semble que tu peux supporter le poids. Mais à mesure que tu avances, les pas deviennent plus lents, le dos se courbe et le paysage cesse d'avoir de l'importance. Tu ne vis plus, tu portes. Et le pire, c'est que beaucoup de ces pierres ne t'appartiennent même pas. Il y a des gens qui traînent le passé pendant des années, portant des responsabilités qui ne sont pas les leurs, reproduisant des conversations qui sont déjà terminées, se rappelant des erreurs qui ne peuvent plus être changées, donnant de l'espace dans leur esprit à des personnes qui ne sont plus là, à des blessures qui auraient déjà dû cicatriser. Non pas parce qu'ils ne veulent pas les lâcher, mais parce qu'ils confondent la douleur avec l'identité. Ils s'identifient à ce poids. Ils croient que s'ils le lâchent, ils perdent une partie d'eux-mêmes. Mais ce n'est pas de la force, c'est un attachement à l'autodestruction. À quoi bon continuer à te blâmer pour ce que tu ne savais pas à ce moment-là? Qui aides-tu en te rappelant tous les jours ce qui a mal tourné? À qui es-tu loyal en portant quelque chose qui t'empêche d'avancer? Lâcher prise n'est pas oublier. Ce n'est pas justifier ce qui s'est passé. Ce n'est pas nier ce qui a fait mal. Lâcher prise, c'est accepter que c'est déjà arrivé. C'est comprendre que tu ne peux pas continuer à vivre avec le passé sur les épaules. Parce que plus tu le portes, moins il reste de place pour le nouveau, pour le possible, pour ce que tu peux construire maintenant. Mais il y a quelque chose d'important que tu dois savoir. Lâcher prise fait mal. Non pas parce que c'est mauvais, mais parce que cela implique de renoncer au rôle de victime. Et ça, même si ça sonne dur, c'est quelque chose à quoi beaucoup de gens se sont habitués. Être la victime du passé donne une identité, donne des excuses, donne une raison de ne pas avancer. Mais ça enferme aussi, ça limite aussi, ça tue aussi lentement ton pouvoir personnel. Tu dois te poser cette question avec une brutalité honnête. Portes-tu cela parce que cela t'affecte encore, ou parce que tu ne sais pas qui tu serais sans cette douleur? Tiens-tu cette pierre parce qu'elle est nécessaire, ou parce que tu as peur de la lâcher et de faire face au vide qu'elle laisse? La liberté mentale commence lorsque tu oses laisser tomber ce qui ne te sert plus. Et cela inclut les croyances que tu as apprises de quelqu'un d'autre, les culpabilités héritées, les attentes que d'autres ont placées sur toi, les anciennes versions de toi-même qui ne représentent plus ce que tu es aujourd'hui. Personne ne peut lâcher ce poids pour toi. Personne ne peut savoir quelle pierre ne te correspond plus. Mais toi, tu le sais. Au fond, tu le sens, tu le reconnais. Seulement, tu ne t'es pas encore donné la permission de le laisser partir. Fais-le. Non pas parce que c'est facile. Fais-le parce que tu le dois, parce que ton dos est déjà fatigué, parce que ton chemin ne peut pas avancer si tu restes bloqué dans ce qui a été, parce que tu n'es pas ta douleur, tu n'es pas ton erreur, tu n'es pas ce qu'on t'a fait, tu es ce que tu décides de faire avec ça. Et si tu décides de lâcher prise, même si au début tes jambes tremblent à cause de l'habitude du poids, tu vas te rendre compte de quelque chose, que tu as toujours été plus fort sans ce fardeau. Seulement, tu ne t'étais pas encore donné l'opportunité de marcher libre. 4. Transforme la chute en chemin. Il y a des gens qui se brisent et disparaissent. D'autres, avec les mêmes morceaux, construisent quelque chose de nouveau. Pense à un vase qui tombe par terre. Il serait facile de balayer les débris, de les jeter à la poubelle et de faire semblant qu'il n'a jamais existé. Mais il y a une tradition japonaise qui fait le contraire. Elle s'appelle le kintsugi et consiste à prendre chaque morceau cassé, à les unir avec de la résine et de la poudre d'or et à redonner forme, beauté et valeur à ce qui semblait détruit. On ne cache pas la blessure, on l'honore, on la transforme. Elle devient une partie de l'histoire. Ainsi devraient être nos chutes. Non pas des moments de honte, mais des moments pour nous reconstruire avec plus de valeur qu'avant, parce que nous tombons tous. Pas une fois, plusieurs fois. Et si tu ne l'as pas encore fait, prépare-toi.
La vie ne pardonne pas à celui qui pense qu'il va s'en sortir indemne. Tu vas échouer, tu vas souffrir, on va te trahir, tu vas prendre de mauvaises décisions, tu vas être déçu par les autres et par toi-même. Mais la vraie différence entre celui qui sombre et celui qui se transforme réside dans ce qu'il fait de la poussière. Il y a ceux qui tombent et en font leur identité. Je ne suis pas bon, j'échoue toujours, je ne peux pas. Ils s'installent sur le sol comme s'il était leur maison. Et ils y restent. D'autres, en revanche, tombent. Et pendant qu'ils ramassent leurs morceaux, ils décident qu'ils ne seront plus jamais les mêmes. Que ce coup, au lieu de les affaiblir, va les redéfinir. Tomber n'est pas la fin. C'est le point exact où commence le vrai chemin, parce que c'est là que ta volonté est mise à l'épreuve. Pas quand tout va bien, pas quand la motivation est à son comble. Le caractère naît quand tu n'as pas envie, ni force, ni certitude. Et pourtant tu décides de faire un pas de plus. Il est normal d'avoir mal. Il est normal de se sentir perdu. Mais tu n'es pas brisé, tu es en construction. Et si tu apprends à voir la chute comme un virage sur la route et non comme un mur final, tu vas découvrir que tu peux non seulement te relever, mais le faire avec plus de clarté, plus de pouvoir et plus de conscience de ce que tu veux. La chute, si tu en tires profit, peut être le début de ta transformation. Non pas parce que la douleur disparaît, mais parce que tu choisis de ne pas te laisser gouverner par elle. Non pas parce que tout se résout, mais parce que tu arrêtes d'attendre que la vie soit parfaite pour commencer à agir. Il ne s'agit pas de nier ce qui s'est passé. Il s'agit de ne pas rester collé au sol, de ne pas construire une narration où tu perds toujours. Il s'agit de regarder le coup, d'apprendre ce que tu as à apprendre et d'avancer, parfois plus lentement, parfois avec peur, mais avancer. Chaque blessure qui ne se transforme pas pourrit, et chaque chute qui n'est pas assimilée se répète. Alors fais-toi une faveur, ramasse tes morceaux, intègre-les, marche avec eux, ne cache pas tes marques, elles sont à toi, et si tu sais les utiliser, elles peuvent devenir ta carte. Parce que tout ce qui t'a brisé peut te propulser si tu arrêtes d'avoir peur de tomber. 5. Protège ton énergie comme si c'était la vie. Il y a des gens qui vivent comme s'ils avaient une source d'eau infinie en eux, donnant à tous un peu d'eux-mêmes sans mesure. Ils donnent du temps, de l'attention, de la patience, des explications, pardon après pardon. Mais un jour, cette source se tarit. Et ce n'est pas parce que le monde a été cruel, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à la fermer quand c'était nécessaire. Ton énergie n'est pas illimitée. C'est comme un jardin. Si tu ne le soignes pas, les mauvaises herbes l'envahissent. Si tu l'arroses sans arrêt, mais seulement dans une direction, tout le reste se fane. Ton énergie est ce qui te maintient debout. C'est ton attention, ton focus, ta capacité à prendre des décisions, à agir, à dire non quand c'est nécessaire. Et chaque fois que tu la donnes à ceux qui ne le méritent pas, tu t'épuises. Tu ne le vois pas au début, mais tu le sens. Tu deviens plus irritable, plus fatigué, plus déconnecté de toi-même, comme si ton âme était épuisée et que tu ne savais pas pourquoi. La vérité est que tu ne peux pas avoir la paix si tu ne protèges pas ton énergie comme si c'était la vie. Et oui, cela inclut d'être sélectif, pas avec arrogance, mais avec clarté. Tout le monde ne mérite pas ton temps. Toutes les conversations ne méritent pas une réponse. Tous les conflits ne méritent pas ton attention. Tous les problèmes ne sont pas les tiens. Et tous les liens ne sont pas bénéfiques. Il y a des gens qui ne veulent pas s'améliorer. Ils veulent juste t'entraîner avec eux. Des gens qui se nourrissent de ta culpabilité, de ta bonne volonté, de ton besoin d'être accepté. Et si tu ne mets pas de limite, tu deviens un terrain libre pour quiconque veut entrer pour te vider. Ton énergie doit être traitée comme un espace sacré. Et la protéger ne signifie pas te fermer au monde. Cela signifie apprendre à identifier ce qui te donne la vie et ce qui te la prend, ce qui te stimule et ce qui t'écrase. Quelles conversations te nourrissent et lesquelles te laissent vide. La philosophie pratique commence là, savoir choisir. Arrêter d'investir du temps dans ce qui ne construit pas. Comprendre que chaque oui que tu donnes à l'extérieur est un non que tu te donnes à toi-même.
et que tu n'es pas venu dans ce monde pour sauver tout le monde qui est en train de couler, surtout si tu apprends à nager. Fais un nettoyage de ton environnement. Observe où va ton énergie chaque jour. Te bats-tu pour être compris par des gens qui ne veulent pas t'écouter? Essaies-tu de réparer ce qui ne dépend pas de toi? Dis-tu oui par peur de perdre de l'affection, même si tu te trahis? Apprends à fermer des portes sans culpabilité, à te déconnecter sans te sentir mal, à disparaître quand tu as besoin de te reconstruire. Parce que tu ne dois une présence constante à personne. Ce que tu te dois, c'est l'intégrité envers toi-même. Il faut aussi prendre soin de l'énergie mentale, les réseaux sociaux qui te comparent à une version idéalisée des autres, les nouvelles qui ne font que te remplir de peur, les conversations vides qui ne laissent rien. Chaque petit stimulus que tu consommes fait également partie de ce qui t'épuise ou te renforce. Et si tu ne prends pas soin de toi, personne ne le fera pour toi. Ta paix vaut plus que l'approbation des autres. Ton focus vaut plus que n'importe quelle discussion sans sens. Ton énergie n'est pas un cadeau pour quiconque le demande. C'est une ressource sacrée. Et celui qui ne le comprend pas ne mérite pas d'y avoir accès. Protéger ton énergie n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie émotionnelle. Parce que sans elle, tu peux tout avoir, mais ne rien ressentir. 6. Arrête d'attendre que le monde voie avec tes yeux. Essayer d'être compris par tout le monde, c'est comme essayer d'accorder un instrument devant un public qui n'écoute pas. Tu es là, à jouer des cordes, à ajuster le son, à t'efforcer d'atteindre une harmonie parfaite, mais personne ne prête attention aux détails. Certains veulent juste que tu joues ce qu'ils aiment. D'autres ne comprennent même pas la valeur de ce que tu crées. Et toi, au lieu de jouer librement, tu passes ta vie à accorder pour les mauvaises oreilles. C'est l'erreur silencieuse que beaucoup de gens commettent. Vivre pour être compris, pour être accepté, pour éviter le malaise de ne pas s'intégrer. Ils veulent que le monde approuve leurs décisions, valide leurs émotions et leur donne le feu vert avant de progresser. Mais cette permission n'arrive jamais. Et si elle arrive, elle est toujours conditionnée. La vérité est que personne n'a ton histoire complète. Personne n'a ressenti ce que tu as ressenti, ni n'a marché avec le poids que tu as porté, ni n'a pleuré dans les coins où tu t'es brisé en silence. Alors, pourquoi vivre en attendant que chacun comprenne chaque pas que tu fais? Quand tu fais ça, tu te déconnectes de toi-même, parce qu'au lieu d'écouter ton intuition, tu écoutes des opinions. Au lieu d'avancer à partir de ta clarté, tu t'arrêtes à cause de la confusion des autres. Et tu finis par transformer ta vie en une tentative constante de traduction, de tes décisions, de ta façon de voir, de ta façon de ressentir, comme si ton expérience avait besoin d'une justification publique. Mais elle n'en a pas besoin. Tu n'as pas à expliquer qui tu es pour mériter le respect. Tu n'as pas à convaincre personne pour avoir le droit de changer. Tu n'as pas à agir comme les autres s'attendent à ce que tu le fasses juste pour maintenir la paix. Parce que cette paix est fausse si elle implique de te trahir chaque jour. Il est épuisant de vivre en demandant la permission d'être toi. C'est un épuisement mental d'essayer d'adapter ton essence à ce que les autres sont prêts à tolérer. Et à la fin, même si tu le fais, même si tu baisses le volume de ta voix, même si tu te rétrécis pour ne pas déranger, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer. Il y aura toujours quelqu'un qui ne comprendra pas. Alors, pourquoi continuer à accorder pour ceux qui ne valorisent pas la musique? Il y a un type de liberté qui n'arrive que lorsque tu arrêtes d'attendre d'être compris. Non pas parce que tu es arrogant, mais parce que tu comprends que ce n'est pas ton travail d'être clair pour tout le monde. C'est ton travail d'être fidèle à toi-même. Parce que celui qui veut vraiment te comprendre, écoute avec le cœur, pas avec ses préjugés. Et celui qui ne veut pas te comprendre peut avoir tous les arguments du monde, mais il ne verra jamais ce que tu vois. Et c'est bien. Tout le monde n'est pas prêt. Tout le monde n'a pas la capacité. Tout le monde n'a pas le contexte. Tout le monde n'a pas ta vision. Arrêter de chercher l'approbation n'est pas de la rébellion. C'est de la maturité. C'est de la force intérieure. C'est avoir la clarté de continuer à accorder ton instrument pour toi et non pour un public qui change d'avis toutes les 5 minutes.
Ta vie n'est pas un spectacle, c'est une œuvre unique. Tu n'es pas ici pour plaire. Tu es ici pour construire quelque chose de vrai. Alors arrête de t'arrêter chaque fois que quelqu'un ne comprend pas ton chemin. Arrête de justifier ce qui naît de ta vérité. Accorde ton instrument. Joue ta musique. Celui qui a des oreilles pour écouter arrivera. 7. Rappelle-toi que la clé a toujours été la tienne. Il y a ceux qui passent leur vie à frapper aux portes, espérant que quelqu'un de l'autre côté les ouvre et leur dise « Tu peux entrer maintenant. Tu peux être heureux. Tu peux te sentir suffisant. » Ils s'épuisent à demander la permission. Ils supplient pour être reconnus, attendent l'approbation, et chaque fois qu'ils ne la reçoivent pas, ils sont de plus en plus convaincus que quelque chose en eux est brisé. Mais personne ne leur dit que cette porte n'a jamais été fermée, que la seule chose qui les retenait était la croyance qu'ils avaient besoin d'une clé, qu'ils ont toujours eue dans leur poche. C'est ainsi que fonctionne l'autosabotage. Il te convainc que tu as besoin que quelque chose ou quelqu'un d'extérieur te valide, te sauve, te secourt. Et toi, sans le remettre en question, tu donnes à d'autres personnes le pouvoir de définir ta valeur. Tu le fais quand tu te tais pour ne pas déranger, quand tu repousses tes décisions par peur de ce qu'on dira, quand tu n'avances pas jusqu'à ce que quelqu'un d'autre te donne le signal. C'est comme avoir le moteur allumé et ne pas appuyer sur l'accélérateur juste parce que tu attends que quelqu'un dise « tu peux bouger maintenant ». Mais la vérité est celle-ci. Personne ne viendra te donner la permission de vivre ta vie. Personne ne viendra avec une clé magique pour ouvrir la porte de ton propre pouvoir. Cette porte s'ouvre de l'intérieur. Et si tu attends encore que quelqu'un d'autre le fasse, tu vas rester dehors longtemps. Tu as la clé. Tu l'as toujours eue. Mais peut-être qu'on t'a appris à ne pas l'utiliser, à penser que tu n'étais pas suffisant, à croire que tu devais être parfait avant d'agir, que tu devais être approuvé par tout le monde avant de parler, que tu avais besoin de garanties avant de choisir. Et ainsi, petit à petit, tu as cédé ta souveraineté. Tu as oublié que la liberté n'est pas quelque chose qui t'est donné, c'est quelque chose que tu prends. Que la valeur n'apparaît pas quand quelqu'un te la montre, mais quand tu décides de la soutenir, même si personne ne la comprend. Récupérer la clé est un acte de mémoire. C'est se rappeler qui tu étais avant que le monde te dise que tu ne pouvais pas. C'est revenir au centre. C'est assumer que la vie que tu veux ne se construit pas avec la permission des autres, mais avec ta propre responsabilité. Et oui, ça fait peur, parce que si tu as la clé, tu as aussi la faute si tu décides de ne pas l'utiliser. Mais c'est aussi la chose la plus libératrice que tu peux comprendre. Tu n'as pas besoin que tes parents approuvent ce que tu fais. Tu n'as pas besoin que tes amis comprennent tes décisions. Tu n'as pas besoin que ton partenaire confirme ta valeur. Tu n'as pas besoin que la société t'applaudisse pour sentir que tu es sur la bonne voie. Ce dont tu as besoin, c'est de faire confiance à ta capacité de choisir, de te tromper, d'apprendre, de te construire à partir de ce que tu crois, pas de ce que les autres attendent. Et chaque fois que tu sens que tu perds le cap, rappelle-toi, la porte est toujours là. Personne ne l'a vraiment fermée. Le seul qui décide s'il reste dehors ou s'il entre, c'est toi. Et oui, tu devras peut-être la forcer la première fois. Il y aura de la peur, tout tremblera à l'intérieur, mais à chaque pas, tu récupères du pouvoir. Tu te rappelles que tu n'as jamais été la victime de l'extérieur, tu as seulement été le prisonnier de ton oubli. Rappelle-toi que la clé a toujours été la tienne. Parce qu'au moment où tu arrêtes de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur, tu vas ressentir quelque chose que personne ne peut te donner ni te prendre. Le poids réel de ta liberté. 8. Arrête de regarder par la fenêtre et cultive ton jardin. Il y a des gens qui passent leur vie collés à la fenêtre. Ils observent ce que font les autres, comparent, critiquent, idéalisent. Ils voient des jardins étrangers plus verts, des vies plus organisées, des chemins plus rapides. Et pendant ce temps, leur propre jardin, celui qui compte vraiment, se remplit de mauvaises herbes, se dessèche, est oublié. Regarder par la fenêtre est facile. Cela ne nécessite aucun engagement. Il suffit de s'asseoir, de croiser les bras et de se concentrer sur ce que les autres ont, sur ce que les autres font, sur ce que les autres accomplissent.
Mais chaque minute que tu passes à regarder dehors est une minute que tu voles à ta croissance. Parce que personne n'a jamais fleuri en observant les fleurs des autres. Ton esprit est un sol fertile, ta vie, un terrain qui attend d'être cultivé. Mais si tu ne plantes pas, si tu ne prends pas soin, si tu ne nettoies pas, si tu n'arroses pas, si tu ne récoltes pas, alors ne te plains pas si tout ce qui pousse en toi sont des doutes, des frustrations et des vides. L'abondance ne vient pas toute seule, elle se cultive. Et elle ne se cultive pas avec des plaintes ou des comparaisons, mais avec de l'action et de la responsabilité. L'une des erreurs les plus courantes est de penser que l'observation des autres te motive. Mais quand tu le fais à partir du manque, de l'envie silencieuse ou de l'insécurité, cela ne te motive pas, cela te paralyse. Tu commences à douter de toi, à dévaloriser ton processus, à sentir que tu es en retard, que tu n'es pas suffisant. Et c'est là que tu perds ton pouvoir. Ce que tu vois par la fenêtre est édité. Personne ne montre son jardin complet. Tu ne vois que ce que l'autre veut que tu vois. Et toi, de loin, tu crées une histoire dans ta tête. Ils peuvent, moi non. Ils sont déjà arrivés, moi je suis toujours au même endroit. Mais cette histoire est un mensonge. Parce que tu ne connais pas les racines de ce jardin. Tu ne connais pas l'effort, la douleur, les nuits sans sommeil. Tu ne vois que le résultat et tu te punis de ne pas y être encore. La comparaison est une forme lente de trahison envers soi-même. Parce que chaque fois que tu te concentres sur quelqu'un d'autre, tu cesses de regarder ce que tu peux construire. Tu abandonnes ton terrain. Tu négliges ta croissance. Et cet abandon devient une excuse pour ne pas avancer. La seule façon de fleurir est de revenir à toi, à tes graines, à tes outils, à ton moment. Demande-toi, que puis-je faire aujourd'hui avec ce que j'ai? Quelle partie de mon jardin a besoin d'attention? Qu'est-ce que je néglige en regardant ailleurs? Cultiver ta vie implique de la présence. Cela implique du silence. Cela implique de la patience. Et surtout, cela implique de comprendre que chaque jardin a son rythme. Certains fleurissent rapidement, d'autres prennent du temps. Certains le font au printemps, d'autres doivent supporter des hivers entiers avant de donner une seule fleur. Mais cela ne les rend pas moins précieux. Ta tâche n'est pas de concourir. Ta tâche est de prendre soin de ce qui est à toi, de le travailler avec constance, de nettoyer les mauvaises herbes mentales, d'arroser tes habitudes, de tailler ce qui ne sert plus et de faire confiance à ce que, si tu fais ce qu'il faut, la vie va fleurir, à son rythme, pas à celui des autres. Alors éloigne-toi de la fenêtre, ne perds plus de temps à imaginer ce qui pourrait être si tu étais quelqu'un d'autre. Tu es toi, avec ton histoire, ta douleur, ta force. Et cela est plus que suffisant pour faire pousser quelque chose d'extraordinaire. Parce que les jardins les plus forts ne sont pas ceux qui fleurissent le plus rapidement. Ce sont ceux qui sont cultivés en silence, sans applaudissements, sans hâte, mais avec des racines si profondes que aucun vent ne peut les arracher. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. Au début, ça ne fait pas mal. Pas assez, du moins. Tu penses que tu l'as surmonté, que ce que tu as laissé derrière toi n'était pas si important, que c'était la bonne chose à faire, qu'il y aura quelque chose de mieux. Et tu te le répètes 1, 2, 100 fois. Mais au fond, tu le sais, il y a des silences qui ne te donnent pas la paix, il y a des adieux qui ne se ressentent pas comme une libération, mais comme une blessure qui n'a jamais fini de se fermer. Tu t'es trompé. Tu pensais que cette personne serait toujours là, que si un jour tu revenais, il t'attendrait, que tu pouvais continuer ta vie sans conséquence. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Personne n'attend pour toujours. Personne ne supporte l'abandon déguisé en liberté. Et ce qui était réel, ce qui était authentique, un jour, ça n'existe plus. C'est là que le regret te brise. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de manquer, mais de comprendre, tard, que ton indifférence a tué quelque chose qui en valait la peine, que tu as échangé un trésor contre une promesse vide, que tu as traité comme remplaçable quelqu'un qui était unique. Cette douleur ne se guérit pas en demandant pardon.
Elle ne disparaît pas en pleurant la nuit ou en idéalisant ce que tu as déjà perdu. Elle est affrontée, elle est assumée, elle se transforme. Et pour cela, il n'y a pas de belles phrases ni de solution magique. Il n'y a que du travail interne, une brutalité honnête et la volonté de ne pas répéter la même erreur. Cette vidéo n'est pas pour te consoler, elle est pour te réveiller, pour te montrer crûment ce qui se passe quand tu lâches ce qui est précieux en pensant que cela te donnera la paix et que tu finis les mains vides. Et surtout, pour te donner des outils stoïciens que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour ne plus vivre dans la culpabilité ou le déni. Prépare-toi, parce que ce qui vient ne sont pas de belles phrases, ce sont des leçons dures qui font mal, mais qui sauvent aussi. 1. Apprends à voir le trésor avant de le traiter comme remplaçable. Il y a des gens qui sont comme des livres anciens. Ils ne brillent pas à première vue. Ils n'ont pas une couverture accrocheuse, ni des phrases vides mises en évidence avec du néon. Mais si tu t'arrêtes pour les lire page par page, tu te rends compte qu'ils gardent des histoires qui ne s'écrivent pas deux fois. Et si tu as la chance d'en trouver un, tu ferais mieux de ne pas le sous-estimer. Parce que lorsque tu fermes ce livre en pensant que tu vas le retrouver, tu te rends compte trop tard que tu l'as perdu. C'est ainsi avec les personnes précieuses. Elles ne crient pas toujours leur importance. Elles n'exigent pas toujours que tu les reconnaisses. Elles sont là, te donnant le meilleur d'elles-mêmes, t'offrant la tranquillité, la loyauté, la présence. Et toi, aveuglé par la routine, par tes insécurités, par cette absurde croyance que le bien est éternel, tu commences à les traiter comme si elles étaient remplaçables, comme si tu pouvais les ignorer, disparaître pendant des jours, changer ton attitude, et elles t'accueilleraient toujours à bras ouverts. Mais il arrive un moment où elles se lassent, parce que même le cœur le plus patient s'épuise, même l'amour le plus authentique se brise lorsque tu le pousses encore et encore au bord de l'abîme. Et quand elles partent enfin, quand elles cessent d'insister, quand leur silence est plus fort que n'importe quel cri, alors tu comprends, ce n'était pas n'importe qui, c'était un joyau, et tu l'as traité comme une pierre ordinaire. Le plus cruel, c'est que le regret n'arrive pas tout de suite. Au début, tu penses que tout va bien, que tu as fait ce qu'il fallait, qu'une autre personne apparaîtra. Mais le temps a une façon sadique de t'enseigner ce que tu as ignoré. Tu commences à chercher cette même lumière chez d'autres personnes et tu ne la trouves pas. Tu commences à manquer la paix qu'elle t'apportait, la façon dont elle te regardait sans jugement, comment elle te soutenait même quand tu te lâchais toi-même. La philosophie stoïcienne parle beaucoup de la conscience du moment présent. Apprendre à voir clairement ce que nous avons avant de le perdre. Épictète le disait avec force, ne juge pas les choses par leur durée, mais par leur qualité. Mais nous vivons si distraits, si absorbés par nous-mêmes, que nous croyons que ce qui est précieux sera toujours là, et non. Rien n'est garanti. Les gens ne sont pas des statues qui attendent éternellement ton attention. Ce sont des êtres humains qui se lassent aussi de ne pas être vus. Apprendre à voir le trésor avant de le traiter comme remplaçable est un acte d'humilité. C'est reconnaître que tu n'as pas le contrôle absolu, que tu ne peux pas prendre pour acquis quelqu'un qui prend soin de toi, qui te soutient, qui est là même quand tu n'es pas à ton meilleur. Parce que ces personnes n'apparaissent pas souvent. Et quand tu les perds, tu te retrouves face au vide le plus difficile à accepter, celui que tu as toi-même provoqué. Si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui t'apprécie, qui est là pour toi sans condition, regarde-le avec de nouveaux yeux. Ne t'habitue pas, ne te détends pas. N'attends pas qu'ils partent pour commencer à leur écrire de longs textes que tu n'as jamais envoyés quand ils étaient là. Ne laisse pas l'arrogance t'aveugler, parce que la vie a une façon brutale de te montrer combien valait ce que tu as ignoré, quand tu n'as plus de moyens de le récupérer. Traite avec soin ceux qui prennent soin de toi, non pas avec peur, mais avec conscience, non pas avec culpabilité, mais avec responsabilité, parce que ce qui est brisé par négligence ne peut pas toujours être réparé. Et si tu n'as pas appris à le voir quand tu l'avais, que la douleur de le perdre t'apprenne au moins à ne pas le répéter. 2. Ne confonds pas être occupé avec être en paix. Être occupé tout le temps n'est pas synonyme de bien-être. En fait, c'est souvent tout le contraire.
Se remplir de tâches, de plans, de travail, de sorties, de bruit, n'est pas un signe de guérison, c'est une forme d'anesthésie. C'est un masque élégant pour ne pas ressentir. C'est ta façon d'éviter d'être seul avec toi-même, parce que tu sais que dans le silence, tu vas entendre tout ce qui fait mal, tout ce que tu n'oses pas encore affronter. Et tu n'es pas la seule personne à qui cela arrive. Beaucoup d'autres vivent la même chose. Ils se remplissent d'occupations pour ne pas penser, pour ne pas s'arrêter, pour que le mouvement constant leur donne l'illusion d'avoir progressé, alors qu'en réalité, ils ne font qu'échapper. Courir en rond, faire tout, sauf ce qui compte vraiment. S'arrêter pour regarder à l'intérieur. La douleur d'avoir laissé partir quelqu'un qui en valait la peine est silencieuse. Elle ne se voit pas toujours dans les larmes. Parfois, elle se déguise en productivité, en indépendance exagérée, en une vie pleine qui, au fond, est vide. Parce que si tu utilises l'occupation comme excuse pour ne pas ressentir, tu n'es pas en paix, tu es en guerre avec toi-même. Les stoïciens parlaient beaucoup de la différence entre ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Marc Aurèle, par exemple, disait « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Il ne suffit pas de bouger, il faut savoir d'où et vers où tu te déplaces. Et si tout ce que tu fais est pour éviter le silence, alors tu fuis, tu ne guéris pas. » Il y a un piège très courant dans le monde moderne, romantiser l'hyperactivité émotionnelle. Croire que plus tu es occupé, plus tu es fort. Que ne jamais s'arrêter est un signe de succès, de dépassement. Mais c'est faux. Il y a beaucoup de personnes brisées à l'intérieur qui continuent à avancer en pilote automatique, qui remplissent leur journée de n'importe quoi pour ne pas affronter la nuit, qui sourient sur les réseaux, mais se brisent quand personne ne les voit. Et tu sais si cela t'arrive. Tu sais si ton agenda est plein pour que ton esprit n'ait pas l'espace de te rappeler ce que tu as perdu. Tu sais si tu essaies de te convaincre que c'est déjà passé, alors qu'en réalité, tu ne fais que le cacher sous des couches d'occupation. Être en paix n'est pas être occupé. Être en paix, c'est pouvoir être seul sans se sentir vide. C'est pouvoir regarder en arrière sans avoir besoin de fuir. C'est reconnaître ce qui a fait mal, ce que tu as perdu, ce que tu as laissé partir, et en tirer des leçons, avec calme, avec douleur, oui, mais aussi avec courage. Ne confonds pas le mouvement avec le progrès. Ne confonds pas être distrait avec être bien, parce que tôt ou tard, le silence te rattrape. Et plus tu l'évites, plus il te fera mal quand il te trouvera. La pratique stoïcienne implique une introspection constante. Tu n'as pas besoin d'une retraite spirituelle, ni d'éteindre ton téléphone portable. Tu as juste besoin de faire de la place pour t'écouter, pour ressentir ce que tu réprimes, pour accepter que ce que tu as perdu avait de la valeur, et que continuer à avancer ne signifie pas faire semblant que rien ne s'est passé, mais intégrer cette douleur dans ce que tu es maintenant. Alors, avant de te remplir à nouveau de tâches en attente, de responsabilités et d'excuses, arrête-toi. Demande-toi si ce que tu fais vient de la paix ou de la peur. Parce que la paix ne fait pas de bruit. La paix n'a pas besoin d'être occupée tout le temps. La paix ne t'oblige pas à prouver quoi que ce soit. Et si ça te fait mal de regarder en arrière, fais-le quand même. Parce que dans cette douleur, il y a une vérité qui t'attend. Tu ne guériras pas tant que tu ne cesseras pas de courir. 3. Ne joue pas avec celui qui était prêt à t'attendre. Imagine une gare vide au crépuscule. Une seule personne est assise, attendant ton arrivée. Elle ne sait pas si tu vas apparaître. Elle n'a aucune garantie. Mais elle est là, jour après jour, regardant chaque train qui passe avec l'espoir que tu sois dans l'un d'eux. Elle ne se plaint pas, elle n'exige pas, elle attend simplement. Elle attend avec la foi absurde de celui qui croit en ce qu'il ressent, même s'il a toutes les raisons d'abandonner. Cette personne a existé dans ta vie. Et si tu as eu le courage de laisser quelqu'un comme ça t'attendre, tu ferais mieux de ne pas avoir joué avec ça. À un moment donné, quelqu'un est resté là pour toi, malgré tes doutes, tes silences, tes absences. Quelqu'un a cru que tu en valais la peine, même quand tu ne le savais pas toi-même. Il t'a défendu dans ta pire version, t'a soutenu quand tu ne donnais aucun signe et a attendu.
Il a attendu que tu grandisses. Il a attendu que tu reviennes. Il a attendu que tu te rendes compte. Et toi, qu'as-tu fait? As-tu joué avec son temps, avec son espoir, avec son amour? Souvent, nous ne valorisons pas celui qui nous attend parce que nous pensons qu'il sera toujours là, parce que nous confondons patience et faiblesse, parce que nous ne comprenons pas le sacrifice que représente aimer sans garantie. Mais la vérité est celle-ci, personne n'attend pour toujours. Même le cœur le plus loyal ne résiste pas à l'abandon continu. Il y a un point où l'amour s'épuise, et quand cela arrive, il n'y a pas de retour en arrière. L'erreur la plus courante est de considérer l'amour comme éternel, croire que parce que quelqu'un t'a attendu une fois, il le fera 2, 3, 10 fois. Et non. Le cœur qui attend se brise aussi, il se fatigue aussi, il apprend aussi à arrêter de regarder la gare et commence à regarder vers l'avant. Parce que aussi douloureux que cela puisse être, même l'âme la plus noble abandonne quand elle n'a plus de raison d'attendre. La philosophie stoïcienne nous enseigne à ne pas nous accrocher, à ne pas dépendre émotionnellement de ce qui n'est pas sous notre contrôle. Mais elle nous enseigne aussi à agir avec vertu, responsabilité, caractère. Et si quelqu'un t'a donné le meilleur de lui-même, sans rien te demander en retour, la moindre des choses que tu peux faire est de ne pas jouer avec ça. Parce qu'une chose est de ne pas être prêt, une autre très différente est d'être cruel. Il ne s'agit pas de rendre par obligation. Il s'agit de ne pas détruire ce que tu n'es pas prêt à prendre soin. Si tu savais que tu n'allais pas rester, pourquoi as-tu laissé quelqu'un t'attendre? Si tu savais que tu ne pouvais pas aimer comme cette personne le méritait, pourquoi as-tu nourri cet espoir? Parce qu'à la fin, le plus douloureux n'est pas qu'on ne te choisisse pas, c'est qu'on te fasse croire qu'on le fera, et puis qu'on parte comme si de rien n'était. Celui qui attend le fait avec le cœur ouvert, vulnérable, exposé. C'est un don silencieux, mais puissant. Et quand tu joues avec ça, tu brises quelque chose que tu ne pourras pas réparer, même si tu essaies après. Parce que ce qui est détruit par négligence ne se reconstruit pas avec regret. Peut-être que cette personne n'est plus là. Peut-être qu'elle en a eu marre de t'attendre, et c'est bien. Elle avait le droit de partir. Elle avait le droit d'arrêter de mettre sa vie en pause pour quelqu'un qui ne savait pas décider. Mais si elle est toujours là, si elle n'a pas encore complètement fermé la porte, ne joue pas, sois clair, sois honnête, et surtout, sois courageux. Parce que l'amour véritable n'a pas besoin de promesses éternelles, il a juste besoin de respect. Et si tu ne peux pas offrir cela, alors éloigne-toi. Parce que la chose la plus injuste que tu puisses faire est de détruire celui qui t'attendait avec amour, alors que tu ne savais même pas ce que tu voulais. 4. Assume ce que tu as fait quand tu ne savais pas encore ce que ça valait. Parfois, nous agissons comme celui qui brise un joyau ancien sans en connaître la valeur. Il le voit, le touche, le jette au sol, en pensant que ce n'est qu'un objet de plus. Et quand enfin quelqu'un lui explique ce qu'il avait entre les mains, il est trop tard. Il est en miettes, inutilisable, irréparable. C'est ainsi que nous sommes souvent avec les gens. Nous les traitons comme s'ils étaient remplaçables, alors que nous ne comprenons pas encore ce qu'ils représentent. Nous les blessons sans mesure, sans réflexion, sans nous arrêter. Et quand le temps nous montre ce que nous avons perdu, il n'y a plus de retour en arrière. Le problème n'est pas l'ignorance. Le problème est de ne pas assumer ce que nous avons fait avec cette ignorance. Nous faisons tous des erreurs. Nous nous trompons tous. Tous, à un moment donné, avons été aveugles à quelque chose qui méritait respect, attention, soin. Mais il y a une grande différence entre quelqu'un qui se cache derrière des excuses et quelqu'un qui a le courage de dire « Oui, c'était moi. Je n'ai pas su apprécier ce que j'avais. Je n'ai pas compris ce que cela signifiait et je l'ai gâché. » Quand quelqu'un de réel et d'authentique entre dans ta vie, tu ne le comprends peut-être pas immédiatement. Peut-être que tu n'étais pas prêt. Peut-être que tu traînais des blessures, de l'immaturité, de l'ego, et cette personne est apparue juste au moment où tu ne savais même pas qui tu étais. Et au lieu de prendre soin, tu as blessé. Au lieu d'écouter, tu as ignoré. Au lieu de rester, tu as fui.
Cela ne fait pas de toi un monstre, mais cela t'oblige à assumer les conséquences, parce que ce que tu as fait, même si tu ne savais pas ce que ça valait, a laissé une marque. Et la philosophie stoïcienne ne cherche pas des personnes parfaites, elle cherche des personnes conscientes. Sénèque disait « Le premier pas vers la sagesse est de reconnaître ses propres erreurs. Et reconnaître n'est pas le dire en passant. C'est le regarder en face, le ressentir, apprendre de lui. Assumer ce que tu as fait n'est pas te flageller. C'est être responsable, c'est comprendre que tes actions ont affecté quelqu'un, que ton indifférence, ton silence, ta distance ont brisé une personne qui voulait seulement te donner le meilleur. Et oui, peut-être que tu n'avais pas les outils émotionnels, peut-être que personne ne t'a appris comment bien aimer, mais cela ne change pas le fait que tu as fait du mal. Et ce mal a un nom, a un visage, a une histoire. Il y a ceux qui vont dans la vie comme si tout était remplaçable, comme si chaque erreur pouvait être corrigée par un « je suis désolé » vide. Mais non, certaines blessures ne se ferment pas avec des excuses. Certaines décisions deviennent des points de non-retour. Et c'est là que le regret frappe le plus fort, quand tu te rends compte que ce que tu as perdu ne peut plus être récupéré, non pas parce que tu ne le veux pas, mais parce que tu ne l'as pas su prendre soin quand tu l'avais. Apprendre à assumer n'est pas seulement une leçon d'humilité, c'est une exigence de la croissance personnelle. Parce que tant que tu continues à te justifier, tu resteras bloqué. Tant que tu continues à dire « je ne savais pas », sans regarder ce que tu as fait avec ton ignorance, tu resteras le même. Et la seule façon de vraiment changer, c'est de prendre tes responsabilités. Peut-être que tu n'auras jamais l'occasion de réparer ce que tu as fait. Peut-être que cette personne est déjà partie pour toujours. Mais tu peux prendre cette expérience et la transformer en un guide, pour ne plus jamais blesser ainsi, pour ne plus jamais sous-estimer ce qui est précieux, pour ne pas répéter la même histoire avec quelqu'un d'autre. Personne ne naît en sachant. Mais nous avons tous l'obligation d'apprendre. Et une partie de cet apprentissage implique de regarder en arrière, sans excuse, sans déni, et de dire avec honnêteté « j'ai échoué ». Parce que ce n'est que lorsque tu acceptes ton ombre que tu peux commencer à construire quelque chose de mieux avec ta lumière. 5. Tout ce qui grandit avec toi n'est pas destiné à rester. Il y a des racines qui poussent dans la même terre, en même temps. Mais cela ne signifie pas qu'elles sont destinées à rester unies pour toujours. Parfois, l'une fleurit plus rapidement, l'autre se tord vers l'obscurité, et il arrive un moment où la croissance partagée cesse d'être une harmonie pour devenir une lutte silencieuse pour l'espace et l'air. Ce qui semblait naturel commence à se sentir forcé. Ce qui grandissait avec toi commence à te limiter, et c'est là la leçon. Tout ce qui naît à tes côtés n'est pas fait pour rester. Dans la vie, il y a des personnes qui arrivent à des moments clés. Ils t'accompagnent dans les chutes, les réussites, les apprentissages. Ils marchent avec toi au même rythme, et il semble que cette connexion est inébranlable. Mais le problème n'est pas ce qu'ils étaient, mais ce qu'ils cessent d'être avec le temps. Parce que lorsque tu changes, tout autour de toi est également affecté. Et tout le monde n'est pas prêt à grandir au même rythme, avec la même maturité ou dans la même direction. C'est là que la douleur apparaît. Parce qu'il est difficile d'accepter que quelqu'un avec qui tu as partagé tant de choses ne correspond plus à ton présent. Non pas par méchanceté, non pas parce qu'il y a trahison, mais parce que les routes se sont bifurquées. Et aussi fort que tu essaies de les forcer à se rejoindre, quelque chose en toi sait que ce cycle est terminé. Beaucoup confondent la loyauté avec l'attachement. Ils pensent que, parce qu'ils ont partagé un processus, ils sont obligés de maintenir des liens qui ne leur font plus de bien. Et ils ne réalisent pas que c'est précisément ce qui les retient. Le stoïcisme enseigne à lâcher prise avec dignité. Comprendre que rien n'est vraiment à nous, que tout est emprunté, que tout peut changer à tout moment. Épictète le disait clairement, « Ne dis jamais de rien, je l'ai perdu, mais je l'ai rendu. » Tout ce qui t'a accompagné pendant ta croissance n'a pas été bon pour toi. Et ce qui a été précieux à un moment donné peut cesser de l'être lorsque tu te transformes.
Parce qu'évoluer implique de laisser derrière soi. Reconnaître quelles relations n'apportent plus rien, quelles personnes n'ajoutent plus rien, quels liens sont devenus des chaînes au lieu d'elles. Ce n'est pas facile. Tu vas ressentir de la culpabilité. Tu voudras t'accrocher aux souvenirs, à ce qu'ils étaient, à ce que vous avez rêvé ensemble. Mais vivre du souvenir, c'est nier le présent. Et nier le présent, c'est t'empêcher d'avancer. Il y a des compagnies qui n'existent aujourd'hui que par habitude. Des relations qui sont maintenues par peur de la solitude, pas par amour. Et rester là, sachant qu'il n'y a pas de croissance mutuelle, c'est te trahir en silence. Accepter que quelque chose ou quelqu'un n'est plus une partie de ton chemin ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ça fait de toi quelqu'un qui comprend que la vie a des cycles, qu'on ne peut pas construire l'avenir en traînant ce que l'âme t'a déjà demandé de lâcher. Tout ce qui a grandi avec toi ne mérite pas de rester. Certaines choses étaient nécessaires pour te pousser, pour te soutenir, pour t'enseigner quelque chose. Mais leur but a déjà été atteint. Et continuer à les retenir, c'est porter un poids mort qui t'empêche d'avancer librement. Alors regarde autour de toi. Demande-toi si ce qui t'entoure aujourd'hui te pousse encore ou te stagne seulement. Et si la réponse est douloureuse, affronte-la quand même. Parce que parfois, pour continuer à grandir, il faut apprendre à dire adieu même à ceux que nous avons aimés profondément. La vraie croissance exige toujours des pertes. Et ceux qui sont destinés à rester évoluent avec toi. Les autres ont simplement fait partie du processus. 6. Donne de la valeur à celui qui t'a regardé sans filtre, pas à celui qui t'applaudit seulement. Il y a des miroirs qui te montrent tel que tu es, avec toutes tes cicatrices, tes erreurs, tes contradictions. Et pourtant, ils ne te jugent pas. Ils te reflètent avec honnêteté. Ils te montrent clairement, même quand tu ne veux pas te voir. Puis, il y a les projecteurs. Ceux qui ne t'éclairent que lorsque tu es à ton meilleur. Qui te mettent en lumière quand tu es bien, quand tu souris, quand tu réponds à ce qu'ils attendent. Mais dès que tu échoues, ils s'éteignent, ils disparaissent. Ils ne sont pas là pour voir qui tu es vraiment. Ils veulent juste applaudir ta façade. Dans ta vie, il y a eu quelqu'un qui a été comme un miroir, qui t'a regardé sans filtre, qui a vu tes parties brisées et a choisi de rester, qui a compris tes vides sans les utiliser contre toi. Cette personne ne t'a pas idéalisé, elle t'a accepté. Elle ne t'a pas utilisé pour briller, elle t'a accompagné même dans ton obscurité. Mais au lieu de valoriser cela, à qui as-tu accordé le plus d'importance? À celui qui te montrait une admiration vide, ou à celui qui te soutenait en silence quand tu en avais le plus besoin? Nous vivons dans une société obsédée par l'applaudissement, par la validation externe, par l'image. Et souvent, nous finissons par négliger celui qui nous connaissait vraiment, pour prêter attention à ceux qui n'étaient fascinés que par notre masque. Nous échangeons la profondeur pour la superficialité, le réel pour le convenable. Et puis, quand le bruit s'éteint, nous réalisons que nous avons perdu le seul qui voyait vraiment ce que nous avions à l'intérieur. Les stoïciens mettaient en garde contre le danger de vivre pour l'approbation des autres. Marc Aurèle le disait fermement. C'est une folie d'aimer plus ce que les autres pensent de toi que ce que tu penses de toi-même. Mais c'est ce que nous faisons lorsque nous ignorons celui qui nous connaît avec l'âme, pour poursuivre la validation de celui qui nous connaît à peine de l'extérieur. Il y a des gens qui sont avec toi seulement quand tu es bien, seulement quand tu leur donnes quelque chose, seulement quand tu réponds à une attente, et ils sont prêts à t'applaudir jusqu'à ce que tu cesses d'être utile. Ils ne sont pas intéressés par ta vérité, ils sont intéressés par ce que tu représentes. Mais le jour où tu tombes, ils s'éloignent. Ils ne sont pas une compagnie, ils sont des spectateurs. Et tu les as fait passer en priorité. Pendant ce temps, celui qui t'écoutait sans fioriture, celui qui te voyait pleurer sans fuir, celui qui te parlait avec sincérité, même si ça faisait mal, tu l'as poussé en arrière-plan, comme s'il était moins important, comme si l'authenticité pouvait attendre, jusqu'à ce qu'un jour, cette personne se fatigue aussi, parce que même l'amour le plus profond a besoin d'être vu, besoin d'être réciproque.
Pas avec des mots vides, mais avec des actions, avec présence, avec gratitude. Et quand cette personne s'en va, ce n'est pas seulement la perte qui fait mal, c'est de réaliser que tu étais aveugle, que tu as cherché des éclats faux alors que tu avais un joyau entre les mains. Le respect commence par valoriser ce qui est réel, ce qui ne cherche pas à impressionner mais à se connecter. Et si un jour tu as eu quelqu'un qui t'a regardé sans filtre, qui a été avec toi dans ton pire moment, qui t'a parlé avec vérité, même si ce n'était pas ce que tu voulais entendre, remercie. Parce que cela ne se trouve pas tous les jours, cela ne se répète pas. Arrête de donner du pouvoir aux applaudissements vides, aux regards qui te suivent seulement par commodité. Commence à regarder plus clairement, à te rappeler qui était là quand tu n'avais rien à offrir, parce que ces personnes sont celles qui comptent vraiment. Et si elles sont encore proches, prends-en soin. Et si elles ne le sont plus, au moins que le regret te serve à ne pas refaire la même erreur. 7. Ne commence pas à romantiser ce que ton indifférence a laissé mourir. Il y a des personnes qui sont comme des bougies allumées au milieu de la tempête. Elles sont là, te donnant de la lumière, de la chaleur, de la présence, pendant que tu marches sans prêter attention. Chaque fois que tu passes sans regarder, chaque fois que tu fais semblant de ne pas remarquer leur effort, cette flamme tremble. Elle ne s'éteint pas d'un coup, elle se consume lentement. Et quand enfin tu te rends compte que cette lumière te manquait, il est déjà trop tard. Parce que ton indifférence a été un vent constant. Parce qu'il ne s'agissait jamais d'une erreur isolée, mais de nombreuses petites absences accumulées. Et te voilà, regardant en arrière, repassant les moments, les gestes que tu as ignorés, les mots que tu n'as pas dits, les fois où cette personne avait besoin de toi et tu n'étais pas là. Et soudain, tu commences à tout idéaliser, à ne te souvenir que du bon, à donner un faux éclat à ce que tu n'as pas su prendre soin à l'époque. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la culpabilité déguisée en nostalgie. Romantiser ce que tu as laissé mourir ne le fait pas revivre. Cela n'efface pas le mal, cela ne change pas l'histoire. C'est une façon désespérée d'adoucir le coup du regret, parce qu'au fond, tu sais que tu l'as tué avec ton indifférence. Non pas par une grande trahison, mais par la somme de gestes froids, d'absences émotionnelles, d'excuses déguisées en priorité. Les stoïciens parlaient de faire face à la vérité sans fioriture, de ne pas inventer de faux réconforts pour soulager l'âme. Sénèque disait « Rien ne se perd plus facilement que ce qui n'est pas valorisé ». Et pourtant, c'est ce que nous faisons. Nous laissons quelque chose s'éteindre par négligence émotionnelle, et quand enfin il s'en va, nous le peignons avec du romantisme pour ne pas assumer ce que nous avons fait. Le problème, c'est que lorsque tu idéalises le passé, tu perds la leçon. Tu te mens. Tu te convaincs que c'était parfait, alors qu'en réalité tu n'en prenais pas soin. Tu l'utilises comme une excuse pour ne pas guérir, pour rester coincé dans le « et si ». Mais la vérité ne change pas. Ton indifférence a tué quelque chose de précieux. Et cela, même si cela te fait mal, ne peut pas être maquillé avec de la nostalgie. Accepter cela demande du courage. Cela nécessite de regarder ce que tu étais, ce que tu as fait ou n'as pas fait, sans te cacher derrière une fausse histoire. Parce que la seule façon de ne pas répéter cette erreur, c'est de comprendre la véritable raison de la perte. Ce n'était pas le destin. Ce n'était pas que ce n'était pas le moment. C'était ton manque de présence, ton ego, ton froideur émotionnelle, ta décision consciente ou non de ne pas prendre soin de ce que tu avais. Et si aujourd'hui tu es tenté d'écrire de longs messages, de revenir avec des fleurs, de récupérer quelque chose que tu as laissé flétrir, sois d'abord honnête avec toi-même. Le fais-tu par véritable amour ou par besoin émotionnel? Parce que tu as appris ou parce que tu regrettes ce que tu n'as pas su apprécier? Parce que s'il n'y a pas de changement profond, tu ne fais que revivre le cycle. Et en le faisant, tu peux blesser encore plus. Il y a des pertes qui ne se récupèrent pas. Et cela ne signifie pas que tout est perdu. Cela signifie qu'il y a des choses qui doivent faire mal pour que tu apprennes. Que tout ne peut pas être réparé, mais tout peut t'enseigner. Et si un jour tu as blessé quelqu'un avec ton indifférence, que cette erreur serve au moins à ce que tu ne sois plus jamais ainsi avec quelqu'un qui compte vraiment.
Ne maquille pas l'histoire, ne transforme pas l'abandon en poésie, ne déguise pas en amour ce qui était de la négligence. Assume ce que tu as fait, apprends et continue. Parce que vivre coincé dans ce que tu n'as pas pris soin de ne te donnera pas la paix. Cela ne fera que te maintenir attaché à une version de toi que tu aurais déjà dû dépasser. 8. Arrête de mendier de l'amour là où tu n'as été qu'une option. Imagine que tu entres dans une grande maison, bien éclairée, pleine de vie. De l'extérieur, elle semble chaleureuse, accueillante, comme si elle attendait quelqu'un. Tu entres avec espoir, pensant que c'est peut-être ta place, mais à peine franchis-tu la porte, tu te rends compte qu'il n'y a pas de place pour toi. Tous les canapés sont occupés, la table a des noms attribués, et le tien n'y est pas. Personne ne te regarde, personne ne t'invite à rester. Mais tu restes quand même. Tu t'assois par terre. Tu attends dans un coin, imaginant qu'à un moment donné, quelqu'un se rendra compte que tu mérites une place. Mais ce moment n'arrive jamais. C'est ça, mendier de l'amour. C'est insister pour avoir une place où il est déjà clair qu'ils ne te veulent pas comme une partie réelle de l'histoire. Pas comme un protagoniste, ni même comme un personnage secondaire. À peine comme un figurant, comme quelqu'un de passage. Et le pire, c'est que souvent tu le savais dès le début, mais tu t'es quand même accroché. Tu es resté là, sur le sol émotionnel de quelqu'un qui n'a jamais eu l'intention de te relever. Tu deviens spectateur de ton propre abandon. Tu te vois faire des choses que tu avais juré de ne jamais faire. Tu justifies les silences, tu acceptes les miettes, tu commences à remercier pour des gestes minimes, comme s'ils étaient des miracles. Et ce n'est pas parce que tu ne sais pas ce que tu vaux, mais parce que tu commences à en douter. Parce que quand on te traite comme une option, tu commences à croire que c'est ce que tu mérites. Mais non, tu n'es pas né pour mendier de l'amour. Personne ne l'est. Et si tu le fais, c'est parce qu'à un moment donné, tu as oublié qui tu es. Parce que tu as confondu l'affection avec le besoin. Parce que tu pensais qu'aimer fort serait suffisant pour qu'on t'aime de la même manière. Et non. L'amour ne se mesure pas à combien tu donnes, mais à combien tu respectes ce que tu donnes. Et te respecter commence par savoir quand il n'y a plus de place pour toi. Les stoïciens l'avaient bien compris. Marc Aurèle a écrit « Choisis de ne pas être blessé, et tu ne le seras pas. » Mais cela ne signifie pas nier la douleur, mais ne pas t'exposer à celui qui te blesse encore et encore, en espérant qu'un jour il t'embrassera. Cela signifie qu'il faut arrêter de s'asseoir sur le sol d'une maison qui ne te veut pas à l'intérieur, et sortir, même si ça fait mal. Parce que dehors, il peut faire froid, mais au moins tu es debout. Au moins, tu ne mendies pas pour des restes d'affection. Et oui, ça va faire mal. Ça va faire mal de sortir de là. Ça va faire mal d'admettre que tu t'es contenté de peu. Mais ça fait plus mal de rester là où on ne te valorise pas. Ça fait plus mal de passer les jours à attendre des messages qui n'arrivent pas. Ça fait plus mal de regarder ton reflet en sachant que tu t'es trahi par peur d'être seul. Alors, lève-toi du sol, secoue-toi la poussière émotionnelle et ferme cette porte avec dignité. Parce que chaque fois que tu décides de rester là où on ne te choisit pas, tu choisis toi-même d'être ton pire ennemi. Et ça suffit. L'amour se donne de face, il ne se supplie pas. Et si tu n'es pas une priorité, ne reste pas comme une option. Parce que celui qui mendie l'amour finit par se vider. Et tu n'es pas né pour te vider pour personne. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.